Ils me font de m'associer en fait à ces problèmes de mathématiques et de développement. Alors, en fait, je vais faire, comme Abdou-Sen l'a dit, beaucoup de politique, un peu de mathématiques, mais je vais partir donc en fait la modélisation des écoulements de l'eau. Par la suite, je vais présenter le cas particulier donc des écoulements de l'eau. Je vais partir de la partie de modélisation, puisque ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus de modélisation. Et à partir de ces problèmes de modélisation, sur 2 cas pratiques, montrer comment la théorie du contrôle pourrait servir d'outil d'aide à la décision. Surtout dans les cas que je vais prendre, ce sont donc 2 cas pratiques, des cas liés donc au développement. Donc c'est un peu le plan que je vous présente ici. Ce sera donc le premier cas, c'est le cas d'un écoulement à surface libre, et puis le deuxième cas, ce sera donc le cas du biseau. J'en parlerai vraiment assez brièvement, mais c'est tout juste pour faire vraiment un clin d'œil à mes amis sénégalais. Je vois Souleykan qui est ici, avec lequel nous avons démarré ce problème donc, de biseau il y a de cela quelques années, puisque c'est un problème de développement lié surtout ici au Sénégal, mais on verra que ça touche à peu près tous les pays côtiers. Alors, dans la théorie donc, du contrôle appliqué aux problèmes liés à l'eau, la modélisation de la dynamique joue un rôle important, puisque en effet le contrôle que l'on souhaite effectuer ne peut être efficace que si le modèle lui-même prend en compte les principaux phénomènes de la dynamique que l'on souhaite décrire. Alors, les équations de la dynamique pour l'eau sont basées sur la loi générale de conservation. Alors, cette loi générale de conservation est une loi globale et qui se traduit assez facilement par quoi? Disons, ce qui est fourni par l'extérieur va servir à quoi? Va servir d'une part à faire varier la quantité à laquelle je m'intéresse et d'autre part à compenser les pertes qu'il y a à travers la frontière. C'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle ça loi de conservation. Et ces lois-là sont, il est important de le souligner, sont des lois globales. Alors, on va l'écrire donc sous cette forme-là. Je vais donner l'interprétation. Donc, donc ce A, c'est en général ce qui est fourni par l'extérieur. En fait, c'est un taux de densité volumique. Le alpha, je reviendrai là-dessus, c'est un taux de densité surfacique de ce qui est perdu à travers la frontière, tandis que le A, c'est la quantité en fait à laquelle je m'intéresse. Donc, bon, ça, c'est des choses connues. Juste un petit commentaire donc, sur le alpha. Je disais que le alpha, c'est le taux de densité surfacique. En général, il va s'écrire toujours, on va trouver un tenseur qu'on appelle donc tenseur densité de flux, qui est tel que le alpha là se met sous la forme AXT nu, où nu est en fait la normale extérieure à la frontière du domaine. Alors, ceci étant, si toutes les grandeurs donc, qui sont définies sont de classe C1 dans le domaine, on part donc d'une équation globale à une équation dérivée partielle qui, elle, est locale. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire donc qu'il va s'écrire donc sous cette forme-là. Ici, je suppose évidemment que mon domaine oméga se déplace donc à la vitesse U. En fait, ici, U, ça va être donc, dans le cas d'espèce, la vitesse du fluide. Maintenant, si les grandeurs sont de classe C1 par morceau, c'est-à-dire que s'il y a une surface de discontinuité dans le domaine, alors on peut écrire en s'aidant, disons, de l'équation 2, ce qu'on appelle donc l'équation de discontinuité, c'est-à-dire en fait l'équation de saut au niveau de la surface de discontinuité, qui va traduire tout simplement le fait que la quantité qui est à l'intérieur là est continue à la traversée, c'est-à-dire que son saut est nul. Alors ici, en fait, le V, le grand V, c'est la composante normale de la vitesse relative. J'insiste là-dessus parce qu'on reviendra là-dessus dans le cas particulier des conditions aux frontières. Donc, alors, nous, dans notre cas, on va s'intéresser à
à la densité volumique de masse, c'est-à-dire la quantité à laquelle on s'intéresse dans un premier temps, c'est la masse. L'équation aux dérivées partielles, telle que je vous l'ai présentée, va s'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire dρ plus divergence de ρ u égale à 0, ou bien souvent on voit ça sous cette forme-là, mais bon, c'est la même chose, cette fois-ci avec une dérivée particulière. Donc ρ divergence de u égale à 0. Je rappelle, u c'est la vitesse donc, du fluide. Ça, c'était l'équation de continuité, donc de l'équation. Ensuite, on a, j'ai dit, il y a continuité et équation de discontinuité, c'est-à-dire à la frontière. Donc, pour cette même équation, si on s'intéresse donc à la masse, l'équation aux discontinuités donc, traduit le fait que ρV, le saut de ρV égale à 0, c'est-à-dire que ρV est continu à la traversée donc, de la surface de discontinuité. ρV, là, en fait, on appelle ça le flux de masse. Donc, le flux de masse est continu à la traversée de la surface sigma. Et dans ces conditions-là, il y a deux cas qui se présentent. C'est continu parce que la quantité elle-même, elle est nulle, d'accord? Et auquel cas, la surface est dite surface de contact, d'accord? La surface de discontinuité est dite surface de contact. Et cette condition-là, je rappelle, à savoir que ρV comme ρ n'est jamais nul, puisqu'on a la matière, donc c'est V qui est égal à 0, c'est-à-dire la composante normale de la vitesse. On a cette condition-là qu'on appelle donc la condition de glissement, qui peut encore se traduire sous cette forme-là, U scalaire nu égale à W scalaire nu, où le W là représente la vitesse propre du fluide. Ça, j'en parle parce que souvent, on voit des conditions, je reviendrai quand je parlerai par exemple des frontières libres. Et le deuxième cas, c'est où, ça j'en parle pas parce que dans le cas qui nous intéresse, ça se produit rarement, c'est en fait que le flux de masse donc, est non nul. Auquel cas, ça va traduire quoi? Tout simplement le fait que le fluide traverse la surface de discontinuité et en ce moment-là, cette surface de discontinuité-là est ce qu'on appelle donc une onde de choc. On obtient en faisant des études en équation hyperbolique, mais ce n'est pas mon propos ici. Alors, je m'intéresse, je fais donc le cas de la masse. Il y a maintenant le cas de la quantité de mouvement. Donc, je m'intéresse à la densité volumique de la quantité de mouvement. Alors, rappelez-vous, j'ai dit le tenseur densité de flux ici, c'est représenté donc par sigma, et on obtient cette équation-là, où en fait, ce qui est fourni par l'extérieur cette fois-ci, c'est la force volumique extérieure. Alors, juste une petite remarque, c'est sur le tenseur des contraintes, c'est qu'en réalité, lorsque j'ai écrit ici, il y a deux équations, l'application à la conservation de la quantité de mouvement, il y a l'application il y a l'équation de la résultante et l'équation au moment. Alors cette équation-là, c'est l'équation de la résultante. Si je réécris les mêmes équations, cette fois-ci, au lieu d'utiliser la résultante, mais je prends le moment, en fait, en considérant cette équation 7-là, on arrive tout simplement au fait que le tenseur sigma-là est symétrique. D'accord? Donc, on arrive, en reprenant donc les mêmes équations, on arrive au fait que le tenseur des contraintes-là est un tenseur symétrique. Alors, ce tenseur symétrique-là, qu'on appelait tenseur des contraintes, dans le cas d'un fluide classique, va s'écrire donc sous cette forme-là, c'est-à-dire donc d'une partie sphérique et d'une partie donc qui dépend du tenseur taux de déformation. Comme je n'ai pas assez de temps, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Mais, en fait, ce qui est important à remarquer, c'est que en fait, la loi de comportement, c'est ce qu'on appelle une loi de comportement, est une loi donc qui définit deux grandeurs objectives. C'est-à-dire qu'un fluide, c'est un fluide. Que ce soit vu par vous, par moi, c'est un fluide. D'accord? Et ici. Alors, dans le cas d'un fluide classique, de Navier-Stokes, ce tenseur de contraintes-là est une fonction linéaire et isotrope du tenseur donc des taux de déformation. C'est-à-dire, en fait, qu'on trouve deux scalaires lambda et mu qui permet d'écrire ça sous cette forme-là. En remplaçant donc ici, on obtient rapidement l'équation on obtient le terme divergentiel, la divergence du tenseur des contraintes, que je peux réinjecter dans ces équations-là et obtenir en définitive ce que j'appelle donc les équations de Navier-Stokes. Je serai pas. Alors, naturellement, à ces équations-là définies dans oméga, il faut reprendre donc les équations aux discontinuités, d'accord? Les équations de discontinuité qui vont définir en général donc les conditions aux frontières. Si la frontière donc est une surface de contact, c'est-à-dire que si c'est une frontière solide. Et en général, si on tient compte même de la viscosité, on traduit tout simplement parce que si je reviens, ça dit quoi? Que la vitesse relative normale est nulle
Mais on peut même aller plus loin, parce que si on a une équation dérivée partielle d'ordre 2, on prend une condition beaucoup plus forte qui dit que tout simplement, non seulement la vitesse normale est nulle, mais la vitesse relative normale est nulle, mais la vitesse tangentielle aussi est nulle. C'est-à-dire, en clair, la vitesse relative est nulle. C'est-à-dire que tout simplement, comme le fluide il est visqueux, c'est tout à fait normal de se dire que le fluide, qu'est-ce qu'il fait? Il va adhérer à la paroi. Donc, il aura le même mouvement que la paroi. Alors, pour ce qui est maintenant de l'eau, donc ça, j'ai pris d'une façon générale donc, les équations d'un fluide de Navier-Stokes, un fluide classique. Alors, je définis donc un nombre de Mach. Lorsque j'ai un écoulement, on définit en général un nombre de Mach comme étant le rapport donc, entre ce que j'appelle la vitesse caractéristique de l'écoulement et la vitesse du son dans le milieu. Donc, j'ai défini un nombre de Mach qui est un nombre donc, purement thermodynamique. D'accord? Et en général, donc, lorsque l'eau, quand je considère l'eau, en fait, c'est un fluide donc classique dans lequel, en général, le nombre de Mach est très petit. Et c'est ce nombre de Mach très petit-là qui caractérise donc ce qu'on appelle l'incompressibilité du fluide. Donc, le fluide, il est incompressible. Donc, il a un nombre de Mach très petit. Et on va voir que la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que ça se traduit par, si je reprends l'équation de continuité, c'est-à-dire le d-ρ plus ρ divergence ou divergence de U, ça se traduit tout simplement par le fait que divergence de U est égale à 0. D'accord? Donc, ça, c'est l'une des premières caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est que, par exemple, l'eau, on peut le considérer donc comme un liquide pesant, ou bien, d'une façon générale, définir ça comme la force volumique, qui est en général une donnée, dérive en général d'un potentiel, c'est-à-dire donc ça se met sous la forme F égale à moins ρ gradient phi. Le phi étant par exemple Gz, si je considère uniquement le poids. Mais il peut y avoir d'autres. Alors, j'ai mes équations que j'ai définies, que je ne sais pas, je ne les ai pas présentées. Donc ici, alors voilà ce que je voulais dire. En tenant compte, j'ai oublié de le dire ici, vous voyez que l'équation donc ici de la conservation de la masse se traduit tout simplement à divergence de U est égale à 0. Et puis l'équation de continuité, si j'ai remplacé donc par sa valeur, et puis la fonction par le fait que ça dérive donc d'un potentiel. Ces équations que je vais utiliser dans deux cas particuliers. Je vais essayer d'aller un peu vite, compte tenu du fait du temps qui m'est limité. Le premier cas, c'est le cas des écoulements à surface libre. Et puis après, on fera donc une application dans le cas des écoulements donc dans un milieu poreux, c'est-à-dire dans la nappe. Alors, pour un problème de modélisation, ici j'ai appelé UVW les composantes donc du vecteur du champ des vitesses. J'effectue donc ce qu'on appelle une adimensionnalisation. Une adimensionnalisation en définissant des grandeurs caractéristiques. Alors le principe, ce qu'on appelle donc le principe de similitude, c'est que quand je fais un modèle, les grandeurs caractéristiques que je les choisis de sorte que les grandeurs sans dimension soient O de 1. C'est ce principe-là. Et donc ici, mes grandeurs caractéristiques, en fait, c'est toutes les grandeurs qui sont indicées par C. Alors, si je reprends mes mêmes équations, d'accord? Si je reprends donc mes mêmes équations, divergence des U, etc., de Navier-Stokes, j'obtiens donc cette grosse équation. Alors, qu'est-ce que j'ai appuyé? Je me suis mis écoulement. Je crois que j'ai dû... Voilà. Non. Voilà. Donc, j'obtiens cette grosse équation avec, où il apparaît des nombres, ce qu'on appelle des paramètres de similitude, qui sont des nombres sans dimension. J'ai donc le nombre de Strouhal, STR. J'ai le epsilon, qui est un terme de nature géométrique. Je vais le définir ici, d'ailleurs. Le F de U, là, lui, c'est un nombre qui fait apparaître deux nombres. Ici, le nombre de Reynolds, ici, ce que j'appelle donc le nombre de Reynolds horizontal, et le nombre de Reynolds vertical. Alors, ce nombre de Strouhal, il va permettre de caractériser, par exemple, de voir la stationnarité, c'est-à-dire qu'est-ce que l'écoulement il est stationnaire, on en parlait ce matin. Qu'est-ce qui permet de justifier le fait que l'écoulement il est stationnaire ou pas? D'accord? Ici, c'est un choix que j'ai fait. Vous voyez que j'ai pris, par exemple, suivant X et Y,
la même longueur caractéristique, et la partie Z, c'est-à-dire donc la partie verticale, j'ai pris une autre longueur caractéristique, ce qui m'a permis, en fait, c'est parce que j'ai en vue la description d'un écoulement dans un canal. Hein. Donc, je vous dis ça du coup. Et c'est ce qui me fait définir donc ce paramètre sans dimension qui va être donc le rapport entre la longueur verticale et la longueur horizontale caractéristique. Et puis, à côté de ça, j'ai un nombre de Reynolds, j'ai le nombre de Reynolds. Alors, le nombre de Reynolds, ici, vont caractériser quoi? Vont caractériser donc les termes de convection, hein, du terme U grade U qui apparaît dans l'équation de quantité de mouvement. Et il va me permettre donc de caractériser ces termes de convection-là par rapport aux termes de viscosité. Et puis, naturellement, je fais d'autres choix. Hein, je ne vais pas rentrer dans ces micro-détails. Et je fais donc la remarque ici, tout de suite. Vous voyez que j'ai dit, hein, j'ai en vue la modélisation d'un écoulement plan dans un canal. C'est pour ça que j'ai pris, vous avez comme la même longueur caractéristique, aussi bien pour X que Y, c'est-à-dire dans la partie horizontale. Mais j'aurais pu choisir, par exemple, si on a un canal qui est infiniment long, par exemple, je peux choisir pour X une longueur caractéristique LC et puis pour Y une autre longueur caractéristique. De sorte que, par exemple, le paramètre ici que j'appelle le paramètre gamma peut être aussi un petit paramètre. Et dans ces conditions-là, au lieu d'avoir un écoulement 2D, ben on va avoir un écoulement 1D, je crois, dont on vous parlera tout à l'heure. Hein. Donc, c'est en fait le type de modélisation de l'écoulement que je vais décrire qui va m'amener à faire ce choix-là. Alors, évidemment, les hypothèses sont importantes dans ce qui me concerne. Donc ici, je fais tout simplement les hypothèses que je vais tenir compte des effets de stationnarité, c'est-à-dire que en fait, l'écoulement il est instationnaire, hein, c'est-à-dire le nombre de Strouhal, donc je suppose il est haut de 1, donc je prends en compte les phénomènes stationnaires. Par contre, j'ai dit que l'inverse donc du nombre de Reynolds là que j'ai défini sont eux très petits, c'est-à-dire en clair, je vais négliger les effets de viscosité devant les effets de convection. Encore une fois, ça dépend de ce que je vais modéliser. Alors, du coup, mes équations adimensionnelles vont se représenter donc sous cette forme-là. Si je prends ma dernière équation, ça me conduit à ce qu'on appelle donc une approximation hydrostatique, puisqu'avec le epsilon, j'ai dit le epsilon qui est le paramètre donc quand la longueur est très petite, de façon à ce que ça me réduit tout simplement à... Attention, je n'ai pas dit que l'écoulement est hydrostatique. Hydrostatique, ça voudrait dire qu'on est au repos. Mais c'est une approximation, c'est-à-dire le fait de considérer l'epsilon comme petit paramètre de perturbation, c'est-à-dire le fait de tendre vers 0, fait que j'ai ça, hein, d'accord, qui me donne donc, qui ressemble à une pression hydrostatique. Mais en fait, ce n'est pas, vraiment, c'est pour ça que j'appelle une approximation hydrostatique, ça donne tout simplement le fait que la différence de pression horizontale se comporte comme si on était en statique. D'accord? Alors, si je reprends, je vais utiliser donc les conditions de surface libre. J'ai dit que c'est un écoulement à surface libre, à savoir donc la surface libre d'équation Z, alors je l'ai appelée HL, hein, à la surface libre. Je reprends les conditions, les conditions de saut, hein, ce que j'appelle donc les conditions de continuité. J'ai écrit les conditions de continuité pour la masse et pour la quantité de mouvement. Les conditions de quantité pour la quantité de mouvement, les conditions de saut, vont traduire tout simplement le fait que la pression est continue. D'accord? Et cette continuité donc de la pression au niveau de la surface libre, puisque la surface est libre, hein, je vais dire donc que c'est égal à une certaine pression constante, ce qui me permet d'avoir cette expression-là. Par conséquent, si je prends le gradient horizontal de pression, c'est-à-dire la dérivée de pression par rapport à X et la dérivée de pression par rapport à Y, en reprenant cette équation-là, ça me dit que ce gradient horizontal-là va dépendre uniquement de X, Y et de T. Ce qui me permet d'avoir mon système 15, puisque j'ai pris déjà en compte la dernière équation, ça se réduit donc à ces trois équations-là. Alors, si on regarde les termes d'accélération ici, pour ces deux équations-là, hein, on constate donc que ce gradient horizontal-là ne dépend pas de Z. D'accord? Puisque ces deux grandeurs-là, on a vu hein, tout à l'heure, ne dépendent que de X et Y. Donc, dire qu'il y a égalité entre ces deux termes, puisque je peux faire passer ce terme-là là-bas, hein, c'est ce que je traduis ici. C'est-à-dire que si je prends donc les accélérations horizontales, comme les accélérations horizontales s'écrivent en fonction du gradient de pression horizontale,
Or, on a vu que le gradient de pression horizontale ne dépend pas de Z. Ça veut dire quoi? Que les accélérations horizontales elles-mêmes ne doivent pas dépendre de Z. Alors, si je vois ici, pour ne pas que ça dépende de Z, il faut ce qui est cohérent avec le fait que U et V ne vont pas donc dépendre de Z, ce qui va me faire disparaître ces deux expressions-là. Et par conséquent, j'aurai uniquement ces équations-là. Donc, l'écoulement en surface libre va se réduire à ça. Alors, je prends l'équation, cette fois-ci, de continuité. C'est une conservation de la masse. Et si je tiens compte de la condition, rappelez-vous la condition de glissement, au fond, cette fois-ci, j'ai dit c'est U scalaire nu égale à W scalaire nu, normalement la paroi, mais ma paroi étant immobile, le W vaut 0, donc ma condition de glissement va se traduire simplement par U scalaire nu égale à 0. Si j'intègre la première équation de divergence, ma première équation, c'est, ah non, elle n'est pas ici, bon, ça doit être un peu des restes, donc c'est le du dx plus dv dy plus dw dz. Si j'intègre ça donc en tenant compte de cette condition que j'appelle donc la condition de glissement, mon terme en w donc va s'écrire simplement sous cette forme-là. Si je prends en condition, maintenant plus la condition sur la surface libre, la condition sur la surface libre, d'accord, c'est remplacer donc Z, j'ai dit l'équation c'est Z égale à HL, je remplace donc Z bar par HL, et je tiens compte de la condition cinématique, on tire tout simplement ce qu'on appelle donc les équations de Saint-Venant, dont on a parlé un peu ce matin, qui vont s'écrire donc sous cette forme-là. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Où H bar, donc, c'est en fait la différence donc, entre la HL et le fond HB. Alors, j'ai mis tout ça là pour un problème, donc, puisqu'on parle d'application au développement, d'étudier la dynamique de l'eau donc, dans un domaine. Mon domaine ici, c'est un domaine lagunaire qui est constitué par d'un canal et d'une lagune. Donc, ce canal relie en fait la lagune ébriée, puisqu'il ne dit pas, mais la lagune à l'océan, d'accord, et on a par conséquent fait apparaître donc une surface libre, ce que j'appelle surface libre. On a donc une surface solide, mais ce que j'appelle la surface libre, c'est cette partie-là qui relie donc mon canal à l'océan. Voici donc l'océan. En fait, ici, on a le port qui est quelque part là. C'était un peu dans cette optique-là qu'on a fait cette étude-là. Et alors, on a une source ponctuelle ici qui génère donc en fait un tourbillon. D'accord, au niveau de la surface libre. Et on se propose donc d'étudier un peu la dynamique au niveau du canal. Alors, ce que j'ai ici, bon, dans ma démonstration tout à l'heure, je n'ai pas pris en compte ce phénomène-là, c'est le phénomène de Coriolis, puisque en fait, j'ai travaillé tout simplement en repère fixe, mais si je travaille en repère entraîné, le terme le rho gamma, le terme d'accélération, il faut ajouter ce qu'on appelle donc l'accélération de Coriolis, qui va faire donc apparaître un terme supplémentaire qui est un terme de Coriolis. Alors si j'effectue donc une linéarisation autour d'une position d'équilibre, la position U égale à V égale à 0, qui est la position statique, en ce moment-là, ma surface libre est une surface constante, donc c'est une surface plane, d'accord? Alors j'obtiens ces équations-là, qui sont les équations linéarisées de Saint-Venant. Bon, il apparaît dedans un nombre de Rossby, la bathymétrie, qui va être cette fois-ci, qui va définir, disons, en réalité, la forme du fond, puisque j'ai dit que je prenais la distance entre HL et HB, mais ici, comme mon H, il est H0, c'est-à-dire constante, en fait, il va définir tout simplement la forme du fond, qui est en réalité la bathymétrie. Mais ici, on confond donc le H, souvent on peut confondre du fait que le H0 est une constante, donc ça qui fait que ce H-là va définir aussi la forme du fond. Alors, à ces équations que je vous ai présentées, naturellement, on va adjoindre donc les conditions aux frontières. Ici, je vous ai dit, sur la partie solide, on a une surface de contact, c'est ce qu'on appelle la surface on a la condition de glissement. Mais cette condition-là, je ne peux pas l'écrire au niveau de la frontière ouverte, d'accord? Puisque ce que j'ai dit, c'est qu'on a une surface de contact, c'est U scalaire nu égale à W scalaire nu. Alors, qu'est-ce que j'écris? Alors là-dessus, il y a plusieurs approches qui sont faites dans la modélisation de ces conditions-là sur la frontière ouverte. Je citerai entre autres
les papiers de Blair et d'Hébreu, hein, sur Revisiting Open Boundary Conditions, alors qui, en fait, lui, il utilise des méthodes donc, basées sur la méthode des caractéristiques. D'accord, hein, c'est-à-dire, il prend la condition de Flaser, la condition de relaxation. D'ailleurs, moi, ce que je vais utiliser, c'est la condition de relaxation. D'accord. Il traduit, ça traduit quoi? Ça traduit tout simplement le fait qu'il définit une certaine grandeur, que cette grandeur-là, elle reste donc constante le long des caractéristiques. Alors, il y a d'autres approches. Hein. Comme j'ai dit, moi, j'utilise uniquement donc, la condition de relaxation. Et comme donnée extérieure, ici, je fais intervenir aussi bien la vitesse tourbillon que la vitesse de la marée. Hein. Alors, avec ça, bon, je ne rentre pas dans les détails. J'ai fait donc une simulation parce qu'on me fait signe que j'ai pratiquement vidé mon temps. Donc, bon, on utilise une discrétion en temps hein, par Frank Nicholson, ensuite Galerkin. C'est fait. Et j'ai pris ici, comme temps caractéristique, le temps de la marée. Je vous présente donc ici. Alors, nous, on a essayé de comparer nos résultats parce que vous voyez que dans le modèle dans la modélisation de relaxation, il y a un paramètre qu'on ne maîtrisait pas plus ou moins. Heureusement qu'on a eu des données au niveau donc, du canal et ça nous a permis en fait de faire un peu du calage. Et voici donc en bleu, c'est ce que nous avons obtenu donc par calcul. Et puis en rouge, ça c'est les résultats donc, qui sont donnés par in situ. Je crois que c'est à 2 km à l'intérieur du canal par rapport à la frontière libre. Alors, ici, pour parler un peu, pour coller à l'actualité au terme donc, de contrôle, et ça, c'est un travail donc, sur lequel on voudrait se pencher, c'est d'essayer de voir, parce qu'en réalité, ouais, ce que j'ai présenté, c'est un mouvement, ce que j'appelle l'écoulement moyen par rapport à la marée. Mais ce qui est le plus gênant, c'est qu'à ces écoulements-là se superposent, en fait, liés au phénomène de houle, des fluctuations. Et il serait intéressant donc de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut introduire donc un contrôle, par exemple, sur la vitesse tourbillon pour étudier ces fluctuations-là qui posent un véritable problème, par exemple, d'entrée des bateaux à l'entrée du canal. Parce que n'oubliez pas que cette frontière libre-là, c'est vraiment l'entrée du canal. Or, c'est par là que les bateaux vont entrer pour aller au port. Le port, c'est vraiment le poumon économique, ça on le sait. Et il est intéressant au niveau de savoir en fait comment est-ce qu'on peut faire cette étude-là. Alors vraiment rapidement, c'est le biseau. Le biseau, c'est un autre problème en fait, que je disais, sur lequel j'ai travaillé avec mes amis ici du Sénégal. C'est tout simplement l'intrusion de l'eau salée hein, dans la nappe d'eau douce. Et aujourd'hui, malheureusement, avec alors, quelles sont les causes de cette intrusion d'eau salée? On a la marée, qui est un phénomène naturel, mais à côté de ça, on a le pompage excessif de l'eau douce dans la nappe. D'accord? Or, ça, on est malheureusement de plus en plus amené à ça, puisque vous avez remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas pourquoi on aime se copier, toutes nos capitales sont des villes littorales. Donc, on a une augmentation de la population littorale. Et cette augmentation de la population littorale, naturellement, s'accompagne par le pompage excessif donc de l'eau douce. On a aussi un autre problème, c'est la déréglementation climatique avec la sécheresse, d'accord, la sécheresse et les inondations qui sont aussi des causes de ce problème-là. Et c'est ces causes-là qui nous ont amenés à étudier en fait ces problèmes-là. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous présenter le modèle, mais nous avons actuellement un modèle là-dessus et qui nous permet, par l'introduction donc des fonctions de niveau, si on a le temps, bon, malheureusement, par l'introduction des fonctions de niveau, d'étudier un peu, voir l'avancée, la vitesse avec laquelle donc s'effectue l'avancée de cette interface-là. Et ce qui serait intéressant du point de vue donc du contrôle là aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on peut étudier à partir du modèle, on peut contrôler en essayant de contrôler le pompage, parce que la marée, on n'a pas d'effet sur ça, c'est un effet naturel, mais au moins le pompage, comment on peut, en contrôlant donc le pompage, voir l'avancée de ce biseau-là.
Et ça va être donc assez intéressant dans la mesure où ça va nous permettre donc, ça va permettre aux décideurs de voir où est-ce qu'il faut mettre donc les réservoirs et les puits pour le pompage, hein, en termes de décision. Voilà donc ce que je voulais dire donc en termes d'application. Pour terminer, je dirais donc que vous voyez que la modélisation est un outil qui va nous donner donc une idée, disons, du point de vue qualitatif sur le phénomène que l'on souhaite décrire. Mais si on veut aller plus loin, il faut coller notre modèle à des données. D'accord. Et aujourd'hui, en Afrique, nous, on a de gros problèmes. Tout à l'heure, bon, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus parce que comme je suis en retard, mais on a aussi des gros problèmes donc, pour avoir ces données-là, Et alors que les données vont nous permettre non seulement d'affiner le modèle, et affiner le modèle, ça veut dire quoi? Avoir des modèles de plus en plus complexes, et ces modèles de plus en plus complexes vont nécessiter l'utilisation d'outils numériques. Et je me réjouis de savoir que, par exemple, au Sénégal, il y a aujourd'hui un centre de calcul. En tout cas, nous, on a un centre de calcul qu'on n'utilise pas beaucoup là-bas. J'espère qu'au Sénégal, ça va être autre chose. Et qu'avec ces outils-là, on pourra donc affiner les modèles et définir, donc avoir des modèles donc, qui vont décrire en fait la réalité. Je vous remercie. Abdou Sen le disait tout à l'heure, ça fait vraiment longtemps que j'ai vu s'élargir la brèche. Et je pense que c'est quelque chose qui nécessite d'être étudié. Là aussi, de voir comment est-ce qu'il faut mettre un contrôle, parce que en fait, pour moi, le contrôle, on va toujours le traduire par il y a une ingénierie qui a derrière. C'est-à-dire donc voir comment est-ce qu'on peut mettre donc un contrôle, peut-être pour étudier en fait ce qui serait le plus important pour moi, parce qu'il y a deux interventions qu'il faut faire. Une intervention donc du point de vue même solide, c'est-à-dire donc au niveau du sable, mais il y a même un autre problème de recirculation à ce niveau-là, qui est un problème pur d'écoulement. Donc il y a un problème de dynamique encore de l'eau à faire à ce niveau-là. Et bon, je pense qu'il y a c'est quoi la société d'eau là, de Saint-Louis là, Saïd. Est-ce qu'il y a des gens de Saïd ici dans la salle? Non. Mais bon, je pense que ça, ce serait vraiment une occasion de permettre. Pour moi, il y a deux choses. Il y a à faire les mesures et puis les modèles en tant que tels. On part toujours des modèles les plus simples et puis au fur et à mesure, on les affine. Et je dis, moi, je suis heureux aujourd'hui de savoir qu'il y a un centre de calcul. On pourra donc pousser les calculs, aller un peu plus loin là-dessus. Et surtout, en tout cas pour moi, ce qui est déjà possible, c'est de faire donc l'étude donc de la dynamique à ce niveau-là, qui est vraiment, qui devient en fait une zone singulière où l'écoulement devient de plus en plus complexe. Des problèmes de recirculation assez compliqués, c'est exactement le même problème qu'il y a au niveau du canal de Vridi. Le canal de Vridi, ce n'est pas une embouchure naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été créé exprès parce qu'il y avait une source là, ce qu'on appelle donc un trou sans fond, en espérant que lorsque tout ce qui est déchet va venir dans la mer, ça va aller dans ce trou-là. Et on a creusé, mais là-bas seulement, c'est qu'on a mis des choses de fortification. On n'a pas laissé ça comme Saint-Louis où c'est devenu maintenant des kilomètres, mais on a mis des fortifications. Et ça crée, comme je dis, forcément un problème de recirculation. Il y a un véritable problème de recirculation du fait que c'est pas quelque chose qui est naturel en fait. Je pense et qui nécessite d'être étudié. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a celui qui va intervenir tout à l'heure, il y a des spécialistes là-dessus. Mais il y a Abdou Sen est là, il n'en parle pas, mais il a fait un joli papier là-dessus sur les problèmes de contrôle que j'ai vu, hein, au niveau donc du contrôle je pense que cette étude-là, on peut l'utiliser et coupler avec le problème de la brèche. Hein, c'est-à-dire essayer de voir la dynamique au niveau de la brèche en prenant donc l'écoulement d'un canal et puis voir en fait comment on peut de façon concrète étudier ce problème parce qu'il y a effectivement un problème de régulation. Un problème de régulation, c'est-à-dire un problème de dérégulation du débit en amont. J'ai vu un papier je ne sais pas avec qui tu as écrit ce papier-là, d'ailleurs, je ne me rappelle pas.
Hein? Ouais, on peut prendre ça, coupler, mais en fait, ce n'est pas qu'on n'implémente pas, c'est qu'on a souvent des problèmes même pour avoir les données. Hein, je discutais de ça avec comment il s'appelle, Évrard la dernière fois. Il serait intéressant, par exemple, qu'avec l'OMVS, avec d'autres partenaires, on puisse, parce que ce qui serait intéressant, c'est il n'y a pas grand-chose pour les données. Les données, c'est mettre donc des capteurs juste pour avoir le débit, déjà. Et puis, donc, avec la vitesse donc, pour avoir le débit, pour avoir la vitesse de l'écoulement, on a la vitesse de l'écoulement, on peut avoir certaines données. Et souvent, malheureusement, il y a ces mesures-là qui sont effectuées, mais qui sont dans les tiroirs. Peut-être que parce que nous aussi, on ne sort pas beaucoup. Hein, peut-être ce n'est pas la faute qu'aux autres. Nous aussi, on est fautifs.